À 2 heures du matin, le 14 février 1945, le sergent Red Miller était assis dans le siège baquet ouvert d'un M-16, une plateforme anti-aérienne montée sur Aftrak, immobilisée dans une clairière noyée de boue, quelque part sur l'île de Luçon. Il avait 22 ans. Il était trempé jusqu'aux os, et, à cet instant précis, il était sans doute l'homme le plus détesté de tout le secteur. Sous lui ronronnait une machine de 12 tonnes, hybride grotesque, roue de camion à l'avant, chenille de char à l'arrière, peinte en vert olive. Elle se confondait, dans la nuit sans lune de la jungle philippine, avec une masse sombre et déchiquetée, comme un monstre accroupi. Miller ne scrutait pas le ciel, contrairement à ce que son rôle exigeait. Son regard était rivé sur la lisière des arbres, à moins de 100 mètres. La jungle formait un mur compact de lianes noires et de mahogany pourrissant. Et ce mur vivait. On y entendait des frôlements, des branches qui cèdent, le froissement des feuilles détrempées, et derrière tout cela, le grondement sourd de voix humaines. L'armée impériale japonaise se rassemblait là-dehors, préparant une contre-attaque. Miller, exposé sur sa chaise métallique, serrait les poignets de son taille-poignet de son arme, celle que tout le monde disait inutile. Autour de lui, les fantassins de la 25e division, enfoncés dans leurs trous individuels disposés en demi-cercle, jetaient au half-track des regards chargés de mépris. Pour eux, ce truc était un fardeau. Ils l'appelaient le dragon ou l'aimant à obus. Dans une guerre où l'on survivait en rampant dans la boue, un camion de 3 mètres de haut était une absurdité, impossible à dissimuler. Il se détachait dans le paysage comme une enseigne au néon dans un cimetière. Chaque mise en route du moteur attirait aussitôt les mortiers japonais. Chaque déplacement labourait l'unique piste de ravitaillement, la transformant en un fleuve de chocolat liquide. Depuis 3 jours, le capitaine d'infanterie tentait de faire renvoyer Miller à l'arrière. Une arme anti-aérienne n'avait rien à faire sur la ligne de front, répétait-il. Il hurlait qu'il n'y avait pas un seul avion japonais dans le ciel et que Miller n'était qu'un touriste en zone de combat, mettant en danger de vrais soldats avec son jouet surdimensionné. À l'arrière du half-track trônait pourtant le M45 Quadmount. Même dans l'obscurité, il avait quelque chose d'irréel, presque de monstrueux. 4 mitrailleuses de calibre 50, regroupées par paires, 2 à gauche, 2 à droite, encadraient le siège blindé du tireur comme des ailes d'acier. Sur le papier, c'était un bijou de précision, conçu pour suivre et abattre des avions volant à basse altitude. Un moteur électrique, alimenté par un petit générateur à essence, permettait à la tourelle de pivoter à une vitesse vertigineuse, 60 degrés par seconde, rapide, réactif, d'une complexité inquiétante, et dans la jungle, complexe voulait presque toujours dire fragile. Les fantassins faisaient confiance à leurs mitrailleuses refroidies à eau et à leurs fusils robustes. Les câbles, les batteries et les moteurs du Quadmount leur inspiraient surtout des cauchemars de maintenance. Ils s'en moquaient ouvertement. Demandaient à Miller s'il comptait descendre des noix de coco. Lui conseillaient de retourner à l'aérodrome, là où les gars de l'Air Force buvaient de la limonade fraîche en jouant à la guerre. Mais le problème n'était pas seulement la taille de l'engin, c'était la doctrine. Les manuels de l'armée américaine étaient les formels. Le M16 était un outil de défense anti-aérienne. Sa mission consistait à protéger ponts et dépôts contre les mitraillages. L'utiliser contre des troupes au sol, c'était gaspiller des munitions. Une seule balle de calibre 50 coûtait cher et avait la taille d'un gros marqueur. Le Quadmount en crachait 2000 par minute. Pour les officiers du train, c'était un monstre vorace capable de brûler en 30 secondes ce qu'une compagnie de fusiliers consommait en une semaine. Ils voyaient Pay et Miller comme un parasite, engloutissant des ressources pour tirer sur des fantômes. Les commandants d'infanterie, eux, le considéraient comme un danger. À la première rafale, tous les observateurs d'artillerie japonais dans un rayon de plusieurs kilomètres pourraient trianguler sa position et faire pleuvoir des explosifs sur tout le secteur. Alors Miller restait là sous la pluie avec ce poids familier, celui d'un homme qui sait qu'il n'est pas le bienvenu. Il essuya l'eau sur la vitre de son viseur optique, un système réflexe qui projetait un anneau rouge lumineux, conçu pour anticiper la trajectoire d'avions filant à près de 500 km à l'heure, totalement démesuré pour viser un homme à pied, comme lire un journal avec un télescope. Il le vérifia quand même. Il inspecta les caissons de munitions. 4 énormes boîtes d'acier fixées à la tourelle, pareilles à des stèles funéraires. 200 cartouches chacune. Puis les solénoïdes, les déclencheurs électriques qui lui permettraient de faire feu avec les 4 armes d'une seule pression.
Il le savait, si les fantassins avaient raison, il était assis dans un cercueil métallique. Mais s'il se trompait, alors il se trouvait aux commandes de la tondeuse à gazon la plus meurtrière jamais conçue. La situation sur Luçon était désespérée. Les forces japonaises refusaient de céder. Elles se retranchèrent dans les grottes volcaniques et les fourrés de bambou, disputant chaque mètre. Leur manière de combattre avait changé. Fini les manœuvres, place aux charges suicides, les banzai. La nuit, quand l'obscurité annulait la supériorité aérienne américaine, ils se rassemblaient dans la jungle, buvant du saké, fixèrent leurs baïonnettes au bout de leurs arisaka. Puis ils se ruaient en vagues humaines. Survivre importait peu. Emporter le plus d'Américains possible, voilà tout. Les mitrailleuses d'infanterie, les M1919 de calibre 30, étaient que ce bonnes armes. Mais elles avaient leurs limites, elles surchauffaient. Les canons rougissaient, se déformaient. Il fallait les remplacer, recharger, gérer la température. Une vague humaine ne vous laissait pas ce luxe. Elle avançait sans pause, comme une marée de chair et d'acier. Plus tôt dans la soirée, le capitaine était venu jusqu'au half-track. Il n'avait même pas levé les yeux vers Miller, il avait simplement donné un coup de botte boueuse dans le patin de caoutchouc d'une chenille. Puis il avait lâché que le renseignement signalait un important regroupement ennemi dans le secteur. Un bataillon entier d'infanterie japonaise avançait dans le ravin. Le capitaine avait dit que ses hommes manquaient de grenades et qu'ils étaient épuisés. Il avait jeté un regard au quadmount, puis secoué la tête. Quand les tirs commenceraient, avait-il ordonné à Miller, il ferait mieux de rester planqué et de ne surtout pas trahir leur position. Il avait laissé entendre que cette tourelle à 4 canons n'était bonne qu'à servir de presse-papier. Et il était allé jusqu'à dire que si Miller ouvrait le feu et attirait les mortiers sur ses hommes, il l'abattrait lui-même. C'était la condamnation ultime. Les spécialistes étaient tout d'accord. Le Dragon Wagon n'avait aucune utilité dans un combat au sol. Mais au fil des heures, le murmure de la jungle se transforma. Ce n'était plus seulement le vent. C'était du métal, qui cognait contre la pierre. Des masses qu'on traînait dans la boue. Miller sentit une vibration sourde remonter par le plancher de la tourelle. L'ennemi ne se contentait pas de patrouiller. Il se mettait en place. Il se pencha et lança le générateur auxiliaire. Le petit moteur toussa, hésita, puis trouva son régime dans un ronronnement grave et régulier. Pour les fantassins, ce bruit n'était qu'une nuisance de plus, une raison supplémentaire de détester ce camion. Pour Miller, c'était un battement de cœur. Le générateur chargeait les batteries qui donnaient vie à la tourelle. Sans lui, les armes n'étaient que des masses mortes. Avec lui, l'ensemble devenait une armature mécanique, docile au moindre contact. Il saisit le manche de contrôle. On aurait dit un guidon de bicyclette dressé devant sa poitrine. Il tourna la poignée. La lourde tourelle glissa vers la gauche. Le moteur électrique lança un sifflement aigu qui fendit l'air saturé d'humidité. Il revint à droite. Les canons suivirent. Il tira vers lui, les armes pointèrent envers le ciel. Il poussa, les 4 tubes plongèrent, visant presque la boue. Le capitaine avait oublié un détail essentiel à propos du M45. Il avait été conçu pour suivre des avions capables de plonger, de cabrer, de virer. Sa liberté de mouvement était prodigieuse. Les canons pouvaient descendre jusqu'à 10 degrés sous l'horizontale. Ils pouvaient tirer droit devant le véhicule, presque au ras du sol. Miller observa les bandes de munitions suspendues aux armes. La dotation anti-aérienne standard mélangeait balles ordinaires, traçantes et perforantes. Lui avait fait autre chose. Dans l'après-midi, il avait démonté les bandes et les avait recomposées, maillon par maillon. Il ne se préparait pas à percer de fines tôles d'aluminium. Il se préparait à éventrer des bunkers et des troncs d'arbres. Il avait chargé presque exclusivement des munitions perforantes incendiaires. À l'intérieur, un noyau de tungstène capable de transpercer l'acier. À l'avant, une capsule chimique qui s'enflammait à l'impact. Conçue pour embraser des réservoirs d'avions, elle transformait le bois et les sacs de sable en allumettes explosives. Il avait aussi modifié le ratio de traçantes, une toutes les 3 balles au lieu d'une sur 5. Il voulait voir. Il voulait que la nuit lui montre exactement où passait sa mort. Les ricanements de l'infanterie s'effacèrent de son esprit lorsque la première fusée éclairante s'ouvrit dans le ciel. Un obus de mortier japonais destiné à illuminer le terrain descendit lentement sous un parachute. La lumière blanche du magnésium inonda la clairière. Dure, vacillante. Les ombres s'étirèrent et se mirent à danser. Et alors la jungle cessa d'être un mur.
Elle ne s'effondra pas. Elle s'écarta. Des centaines de soldats japonais surgirent en même temps de la lisière. Ils ne se cachaient plus. Ils hurlaient, un cri rauque collectif qui ressemblait au rugissement d'une terre en train de se fendre. Ils levèrent leurs fusils et se mirent à courir. La boue éclaboussait sous leurs bottes. Ils n'étaient plus qu'à 70 mètres. Les fantassins américains ouvrirent le feu depuis leurs trous. Les coups sourds des garants et le martèlement des mitrailleuses de calibre 30 remplirent l'air. Mais la vague ne ralentit pas. Les premiers tombèrent, et ceux derrière enjambèrent les corps sans hésiter. L'élan était fanatique, inarrêtable. La ligne américaine était trop mince. À ce rythme, elle serait submergée en moins de 30 secondes. Le capitaine hurlait des ordres, mais sa voix se noyait dans le vacarme. C'était l'instant que redoutaient les experts. Le désavantage mécanique de l'infanterie apparaissait au grand jour. Ils ne pouvaient pas tirer assez vite pour briser une marée humaine. Miller inspira profondément. Il serra les poignets. Il oublia le règlement. Il oublia le capitaine. Il oublia qu'il était un artilleur anti-aérien dans une bataille d'infanterie. Il poussa le manche vers l'avant, abaissant les 4 canons jusqu'à la hauteur des poitrines, qui fonçaient vers lui. Puis il enclencha le tir total. Le générateur monta aussitôt dans les tours, comme s'il pressentait la charge. Le Dragon Wagon n'était plus un jouet. Il s'apprêtait à devenir le juge, le bourreau et le dernier mot de la jungle de Luçon. Pour les officiers d'infanterie accroupis dans la boue, le M16 restait un camion. Lourd, vorace en carburant, impossible à dissimuler, pénible à manœuvrer. Mais le sergent Red Miller, calé dans le siège blindé de la tourelle Maxson, connaissait la vérité. Il n'était pas assis dans un camion, il était assis dans une machine. Le M45 Quadmount était une anomalie technologique, en avance de plusieurs décennies. Là où les mitrailleuses d'infanterie obéissaient à la force des bras et à la sueur, celle-ci obéissait à l'électricité. Un petit moteur Briggs et Stratton, fixé à l'arrière, entraînait un générateur qui gavait de lourdes batteries industrielles. Ces batteries alimentaient 2 moteurs, un pour l'élévation, un pour la rotation. Résultat, plus de 150 kilos d'acier semblaient ne rien peser entre ses mains. Il n'avait pas à lutter contre l'arme, il la guidait. Quelques kilos de pression sur le manche et la tourelle répondait aussitôt. Un tour complet en moins de 6 secondes. Du ciel à la boue plus vite qu'un homme ne tourne la tête. Une armature motorisée qui faisait d'un seul soldat le tireur le plus rapide du Pacifique. Mais toute cette vitesse ne valait rien si les balles ne touchèrent pas leur cible. Et c'est là qu'entrait en jeu la modification artisanale de Miller. Le règlement de l'armée stipulait que les canons devaient être harmonisés pour croiser leur trajectoire à environ 600 yards, une distance idéale pour découper un chasseur zéro piquant à pleine vitesse. Là-haut, dans le ciel, cela créait une zone de mort où les 4 gerbes se rejoignaient. Mais Miller ne combattait pas des avions, il combattait des hommes. À 600 yards, dans cette jungle, on ne distinguait même pas sa propre main devant son visage. Les combats ici se livraient à 50 mètres. 100, les bons jours. En laissant les armes réglées d'usine, ces balles auraient filé parallèlement, laissant un vide mortel au centre. Il lui fallait un point de rencontre juste devant le véhicule. Alors, plus tôt dans l'après-midi, pendant que les officiers d'infanterie se moquèrent de lui, Miller avait sorti une clé. Il avait desserré les brides retenant les 4 mitrailleuses M2. Puis il avait traîné des caisses de munitions vides jusqu'à un point situé exactement à 200 yards du half-track. Sur celle du milieu, il avait peint une grande croix blanche. Ensuite, il était remonté dans la tourelle et avait réglé chaque arme séparément, lentement, méthodiquement. Il les avait forcées à loucher, à se regarder les unes les autres, jusqu'à ce que le viseur optique, les organes de visée et l'axe de chaque canon pointent tous vers cette même croix. Il venait de créer une zone de convergence au sol. À 200 yards, les 4 fleuves de plomb s'écraseraient sur un seul point, gros comme un ballon de basket, comme si l'on transformait un jet d'arrosage en nettoyeur haute pression. La dispersion anti-aérienne devenait un rayon concentré de destruction. La dernière pièce de son bricolage concernait les munitions. Les mitrailleurs d'infanterie utilisaient des balles ordinaires, des noyaux de plomb gainés de cuivre. Parfaites contre des hommes, beaucoup moins contre la jungle. Un tronc de mahogany pouvait arrêter net un calibre 30. Les Japonais l'avaient compris. Ils se cachaient derrière les racines massives des banians, utilisant le bois comme une armure naturelle. Miller décida de retirer le bois de l'équation.
Pendant des heures, il démonta les bandes de calibre 50 d'origine et les recomposa à la main. Il remplaça les balles standards par des perforantes incendiaires, des API, des munitions vicieuses. Sous la chemise de cuivre, un pénétrateur en acier au tungstène plus dur que le blindage d'un char. À la pointe, une charge chimique qui s'embrasait à l'impact. Quand une API frappait un arbre, elle ne s'y arrêtait pas. Elle le traversait, éclatait ses fibres et les enflammait. Le couvert devenait du petit bois. Il mélangea ses projectiles avec des traçantes, des étincelles vivantes qui lui montreraient sa ligne de feu dans la nuit. La norme était 1/5. Il passa à 1/3. Il voulait un faisceau continu. Il voulait pouvoir écrire dans la jungle. Il chargea les 4 caissons d'acier, les boulonna à la tourelle et engagea les lourdes bandes dans les mécanismes d'alimentation. Puis il arma les 4 mitrailleuses. Les ressorts massifs se tendirent dans un claquement sourd. L'arme était froide, mouillée, prête. Ce n'était plus une batterie anti-aérienne. C'était une tronçonneuse électrique. Et Miller avait la main sur le lanceur. Le soleil disparut. La jungle se changea en mur d'encre noire. La pluie revint, brutale, tropicale, écrasant le chant des insectes. Dans leurs trous, les fantassins resserrèrent dans leurs ponchos en jurant. On ne voyait pas à 3 mètres. Ils étaient aveugles, trempés et morts de peur. Puis la première sonde arriva. Ce n'était pas encore la charge massive. C'était un tir de reconnaissance. Une mitrailleuse lourde japonaise, une Type 92 surnommée le Pivert, ouvrit le feu depuis la lisière. Son éclair jaillissait par à-coups derrière un rideau de bambou, comme un stroboscope. Les balles sifflaient au-dessus des foxholes, obligeant les Américains à écraser leur visage dans la boue. Le tireur testait leurs nerfs, espérant provoquer des ripostes pour repérer leur position. Les mitrailleuses américaines répondirent, arrosant à l'aveugle la lueur. Mais la Type 92 était solidement enterrée. Les calibres .30 ne faisaient en que hacher les bambous, incapables de percer le bunker de rondins. Le Japonais continua, rapprochant peu à peu ses impacts. Il clouait le peloton sur place, maintenant les têtes basses pendant que ses camarades se déployaient pour l'assaut principal. Le capitaine hurla à son équipe de mortiers de neutraliser la position. Impossible. Dans le noir, il n'avait rien à viser. Le peloton était figé. C'était l'instant que Miller attendait. Il ne demanda rien. Il n'attendit aucun ordre. Il enfonça simplement la pédale qui engageait l'entraînement de la tourelle. Le moteur électrique monta brutalement en régime. Le sifflement grimpa d'un ton, tandis que la masse d'acier pivotait à gauche. Miller colla l'œil à son viseur. L'anneau rouge flottait dans l'obscurité. Il le posa sur l'éclair intermittent de la mitrailleuse japonaise. Il ne tira pas de coup de semonce. Il ne tira pas en rafale courte. Il écrasa les 2 palettes de détente et les maintint. Les 4 M2 explosèrent en même temps. Le bruit faisait mal. Un martèlement continu qui vibrait dans tout le châssis et faisait trembler la terre. La détonation combinée soulevait l'air, chassait la pluie sur le côté. Et là-bas, l'effet fut immédiat. Les 4 faisceaux de traçantes, parfaitement accordés sur 200 yards, frappèrent le rideau de bambou comme une barre de feu solide. Le bambou ne se contenta pas de rompre. Il s'évapora. Les lourds projectiles, au noyau de tungstène, arrachèrent les tiges vertes, traversèrent la levée de terre, puis les rondins du bunker japonais. Les pointes incendiaires s'embrasèrent à l'impact, projetant une gerbe d'étincelles comme le chalumeau d'un soudeur mordant l'acier. La mitrailleuse Bélépivert se tut net. Le bunker lui-même sembla se dissoudre. Les troncs éclatèrent en éclats minuscules. La terre bouillonnait sous les centaines d'impacts par seconde. Miller maintint la pression 3 secondes pleines. 3 secondes pendant lesquelles 150 balles de calibre .50 frappèrent une surface à peine plus grande qu'une table de cuisine. Quand il relâcha les détentes, le silence qui suivit fut assourdissant. La mitrailleuse japonaise avait disparu. Le rideau de bambou aussi. À leur place, un cratère fumant, rougeoyant, un mélange mâché de végétation et de terre. Les fantassins américains relevèrent lentement la tête hors de la boue. Ils regardèrent la dévastation. Puis le half-track. Plus personne ne riait. Le capitaine, celui qui avait menacé d'abattre Miller, se redressa dans son trou, la bouche ouverte. Il venait de voir un véhicule qu'il appelait un jouet effacer un bunker fortifié en moins d'une respiration. Le aimant à obus venait de devenir le plus gros bâton de la vallée. Mais les Japonais n'étaient pas du genre à se décourager. Eux aussi avaient suivi les traçantes. Ils savaient exactement d'où était venu le feu.
Il comprenait que les Américains disposaient d'une arme nouvelle capable de trancher leurs abris comme du papier. Dans la jungle, un officier japonais siffla. Un son aigu, strident, qui fendit la pluie. Le signal de l'escalade. Il savait qu'il ne gagnerait pas un duel contre le Quadmount. Il fallait le détruire. On commença à déplacer les armes lourdes. Un canon de montagne type 40 et une pièce de 75 mm, fut traîné dans la boue. Les équipes de mortiers réglèrent leurs plaques de base, visant non plus les foxholes, mais la silhouette massive du half-track. Miller entendit le sifflet. Il en comprit aussitôt le sens. Il avait trahi sa position. Il devenait la cible prioritaire de chaque soldat japonais dans le secteur. Il vérifia ses caissons. La première couche de bande était partie, mais il lui restait encore des milliers de cartouches. Il jeta un œil aux jauges de température. Les canons étaient chauds, pas brûlants. Les manchons de refroidissement faisaient leur travail. Il ajusta l'arrivée de carburant du générateur, augmenta le régime. Il avait besoin d'une puissance maximale pour la rotation. Il savait que la prochaine attaque ne viendrait pas d'un seul côté. Elle viendrait de partout. La jungle s'éveilla. Des fusées rouges éclatèrent dans le ciel, descendant lentement pour marquer le périmètre américain. Les mortiers japonais entrèrent en action. Les explosions se rapprochaient, avançant pas à pas vers le half-track. Boue et éclats ricochettent contre le blindage. Miller ne broncha pas. Assis dans son siège baquet, entouré de grillages d'acier, il fixait l'enfer vert. Il abaissa encore les armes, presque à l'horizontale. Il ne traquait plus. Il se préparait à faucher. Dans l'obscurité, le chant banzai monta. D'abord bas, un murmure collectif. Des centaines de voix à l'unisson. Tenno Heika Banzai. Longue vie à l'empereur. Le grondement enfla, vague de ferveur et de mort. Il se conditionnait, il se préparait à mourir. Dans les foxholes, les fantassins crispèrent leurs fusils jusqu'à en blanchir les jointures. Il regardait le mur d'arbres, conscient que derrière lui se formait une marée humaine qui ne s'arrêterait pour rien. Puis ils regardèrent Miller. Ce n'était plus du dégoût dans leurs yeux, c'était de l'espoir. Ils comprirent que la seule chose entre eux et le massacre, c'était ce gamin sur son siège et ses 4 armes électriques. Les moqueries étaient mortes. Le bricolage avait fait ses preuves. Maintenant, on arrivait au point de rupture. La jungle se tut une dernière fois, comme si elle inspirait avant de hurler. Miller fit pivoter la tourelle à gauche, puis à droite pour libérer les engrenages. Il posa ses pouces sur les détentes. « Venez, murmura-t-il. Venez. » La jungle n'explosa pas. Elle vomit des hommes. La charge banzai n'avait rien d'une manœuvre au sens occidental. C'était un acte spirituel. La décision collective d'un bataillon entier d'échanger sa vie contre une percée. Ils jaillirent de la lisière comme une digue qui cède. Une masse compacte, hurlante, animée d'une seule volonté, tuer. Ils ne couraient les pas pour se mettre à couvert. Ils couraient les pour massacrer. Entre la forêt et les foxholes, il y avait 80 yards. Un homme en forme parcourt ça en 10 secondes. Les Américains avaient 10 secondes pour arrêter un millier d'hommes. Les fusiliers firent leur devoir. Ils pressèrent la détente aussi vite qu'ils pouvaient. Les clips de 8 coups sautaient dans un tintement métallique. On rechargeait à main nue sur des canons brûlants. Les mitrailleurs de calibre 30 arrosaient au l'avant de la vague. Mais ce n'était pas suffisant. Les lois de la physique étaient contre eux. Une balle de fusil touche un homme et s'arrête. Même si chaque coup était mortel, il y avait trop de cibles. Les premiers Japonais tombaient et leurs corps devenaient des marches pour ceux qui suivaient. La vague ne ralentissait pas. Elle accélérait. Son élan ressemblait à un train lancé sans frein. Dans les foxholes, le monde se rétrécissait en un tunnel de terreur. Ils voyaient luire les baïonnettes sous les fusées. Ils voyaient des visages tordus par la rage. Ils voyaient enfin la certitude de leur propre mort. Ils n'étaient plus qu'à 40 mètres. Puis 30. Les grenades américaines étaient épuisées. Les canons des mitrailleuses rougissaient comme des braises et commençaient à se déformer. Le capitaine, qui avait passé 3 jours à tenter de faire expédier le half-track à l'arrière, serrait sa carabine contre lui. Il se préparait à mourir. Il savait que lorsque la vague atteindrait les foxholes, ce serait un combat au couteau. Et face à un millier d'hommes, un combat au couteau se perd toujours. Alors l'air derrière eux se déchira. Le sergent Red Miller ne tira pas en rafale. Il ne tira pas d'avertissement. Il enfonça ses pouces sur les palettes et verrouilla ses coudes. Le M45 rugit. Ce n'était pas le bruit d'une mitrailleuse,
C'était un arrachement continu, comme si un dieu déchirait une toile géante. Un mur de pression qui frappa le dos des fantassins et les submergea. Le souffle combiné des 4 calibres 50 créa un vide, aspirant l'air lui-même. L'effet sur la vague fut immédiat, absolu. Miller avait réglé sa convergence à 200 yards, mais l'ennemi était bien plus proche. Les faisceaux n'avaient pas encore fusionné. C'étaient 4 lames de feu distinctes qui tranchaient la nuit. Les traçantes, placées en première et troisième position, formaient un rayon lumineux presque solide, un faux laser. Là où ce rayon touchait la ligne ennemie, la ligne cessait d'exister. Une balle de calibre 50 n'ouvre pas des trous. Elle pulvérise les os, elle liquéfie les chairs. Quand 4 frappent un corps, au même instant, ce n'est pas une blessure, c'est un démantèlement. La première rangée ne tomba même pas. Elle fut projetée en arrière, arrachée du sol par l'énergie cinétique, comme si les hommes avaient percuté un mur de verre invisible à pleine vitesse. Ceux derrière furent épochés par les éclats de leurs propres camarades et par les projectiles perforants qui traversaient un corps pour en tuer 2 autres. Miller balaya la tourelle de gauche à droite. Le moteur électrique monta en régime, faisant pivoter la masse d'acier à une vitesse terrifiante. Il ne luttait pas contre le recul. Le bâti l'absorbait. Il se contentait de pointer la tronçonneuse électrique et de regarder le monde disparaître. Le faisceau frappa le cœur de la charge, comme un jet d'eau sous pression nettoyant de la boue. Ce qui avait semblé inarrêtable quelques secondes plus tôt se dissipa en une brume rosâtre. Meat Chopper n'était pas une image, c'était une description. C'est ce qui arrive quand 2000 balles lourdes par minute frappent une foule. La lisière elle-même commença à se désagréger. Les munitions incendiaires perforantes ne s'arrêtaient pas au corps. Elles poursuivirent dans les arbres. Les noyaux de tungstène fracassaient les troncs de mahogany. Les pointes s'enflammaient. Les arbres n'étaient pas seulement en feu, ils explosaient en éclats. Des branches massives, sectionnées par le déluge de plomb, s'effondrèrent sur les assaillants. Les fourrés s'embrasèrent, jetant une lueur rouge infernale sur le champ de mort. Miller était en train de raser la jungle en temps réel. Il supprimait le couvert ennemi en supprimant la forêt. Mais ce n'était pas fini. La première vague avait été broyée, mais à l'arrière, les équipes d'armes lourdes étaient toujours actives. Le canon de montagne tira. Un obus de 75 mm jaillit de l'obscurité et explosa à une vingtaine de mètres du half-track. Le choc secoua le véhicule, fit claquer les dents de Miller et couvrit son viseur de boue. Des éclats ricochèrent sur les boucliers blindés en forme d'aile. Miller ne broncha pas. Il n'essuya même pas son optique. Il savait d'où venait le tir, il avait vu l'éclair dans les arbres. Une fleur jaune qui naît et meurt en une fraction de seconde. Il fit pivoter la tourelle. Il n'avait pas besoin d'être précis. Il n'avait pas besoin de viser un point. Il devait noyer une zone. Il abaissa légèrement les canons et lâcha une rafale de 5 secondes. 5 secondes ne paraissent me rien. Mais pour un quad mount, 5 secondes, c'est 160 balles de calibre. .50. Les traçantes tracèrent une ligne jusqu'à la pièce dissimulée. Les projectiles martelèrent le bouclier, traversèrent les roues, déchirèrent les servants. Les obus empilés près du canon furent touchés. Une explosion secondaire embrasa la jungle. Une boule de feu orange qui lui dit qu'il avait trouvé. Le canon se tut. Les mortiers furent tapant les suivants. Ils tentaient de régler leur tir sur le half-track, conscients qu'il était l'ancre de la défense américaine. Miller aperçut l'étincelle des tubes. Il traversa à droite. Les moteurs gémirent, aigus, agressifs. Il guida son feu dans les fosses. Les filets de camouflage s'embrasèrent. Les lourds projectiles retournèrent la terre, ensevelissant mortiers et servants sous une avalanche de boue et de métal. C'était un duel entre le tir indirect et le tir direct. Et le tir direct gagnait. Miller travaillait en état de transe. La chaleur des canons rayonnait vers lui fouettant le visage par vagues. L'odeur de poudre brûlée et d'ozone saturait ses poumons. Les vibrations secouaient ses os, mais ses mains restèrent calmes sur le manche. Il jouait de la tourelle comme d'un instrument. À gauche pour couper des fuyards qui tentèrent de déborder. À droite pour marteler un tireur qui grimpait dans un arbre. Il était l'œil du cyclone, le point fixe autour duquel toute la bataille tournait. Dans les foxholes, les fantassins avaient cessé de tirer. Ils avaient compris qu'ils gaspillaient leurs munitions. Ils regardaient, fascinés, le fouet lumineux des traçantes balayer la nuit. Ils voyaient des soldats japonais, des guerriers terrifiants quelques instants plus tôt, se jeter dans la boue pour échapper à la faux. L'impact psychologique fut total.
L'esprit Banzai reposait sur une conviction simple. La force morale finirait toujours par écraser la supériorité matérielle. Miller était en train de prouver l'inverse. 2000 cartouches à la minute. Une seconde vague tenta de se reformer dans le ravin. On les entendait hurler, s'exciter, essayer de retrouver leur élan. Miller perçut leur voix. Il fit pivoter la tourelle de 180 degrés vers l'arrière. Le half-track était ouvert, vulnérable, mais la tourelle, elle, couvrait tous les angles. Il releva légèrement les canons et visa le rebord du ravin. Il tira sans voir, guidé uniquement par les traçantes. Les balles passèrent au-dessus de la crête et plongèrent dans la dépression. Les cris changèrent aussitôt de ton. Du cri de guerre, on passa au cri de panique. Les ricochets sifflaient contre la roche, transformant le ravin en piège mortel. Personne ne pouvait survivre là-dedans. La seconde vague se brisa avant même d'avoir atteint le sommet. Les canons chauffaient maintenant. Miller les distinguait rouges sombres dans la nuit. Même à travers les manchons de refroidissement, la graisse fumait. Il le savait, trop de chaleur, et les cartouches pouvaient les partir toutes seules, enflammées dans la chambre. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. L'ennemi bougeait encore. Il passa à des rafales plus courtes. 1 seconde, 2. Juste assez pour clouer. Juste assez pour rappeler que le dragon respirait toujours. Il jeta un œil aux munitions. Les 4 caissons se vidaient. Il sentait la différence dans le poids des bandes. Il repoussa les douilles vides à coups de botte. Le plancher de la tourelle était recouvert jusqu'aux chevilles. Elle jaillissait des éjecteurs comme une cascade d'or tintant en s'amoncelant. « Des munitions !» cria-t-il. « Amenez des munitions !» 2 soldats se précipitèrent hors de leur trou. Les mêmes qui, quelques heures plus tôt, riaient de son jouet. Ils ne réfléchirent pas. Ils coururent à l'arrière du half-track, attrapèrent des caissons de réserve et grimpèrent le long du flanc. Ils ignoraient les balles qui sifflaient au-dessus d'eux. Ils déclipsèrent en les boîtes vides, emboîtèrent en les pleines. Miller arma de nouveau. Les fantassins sautèrent à terre en tapant la carrosserie comme on félicite un cheval victorieux. Ils faisaient partie de l'équipage désormais. Le dragon wagon était à eux tous. La bataille dura encore 1 heure, mais tout était joué depuis les 30 premières secondes. Les Japonais ne pouvaient plus franchir l'espace découvert. La zone de convergence au sol que Miller avait créée était devenue une frontière infranchissable. À chaque tentative de ruée, il effaçait un groupe. Le volume de feu était trop élevé. On ne court pas sous une pluie battante, et on ne court pas à travers le déluge du Quadmount. Peu à peu, les tirs japonais se firent plus rares. Les cris banzai s'éteignirent. Les survivants se replièrent, rampant vers la jungle profonde, abandonnant leurs morts. Ils venaient de heurter une scie circulaire technologique, et elle leur avait tout pris. Miller, lui, ne se détendit pas. Il continua de faire tourner la tourelle, scrutant la lisière. Il lâcha encore quelques rafales dans les ombres suspectes pour être sûr. À l'est, le ciel commença à pâlir. Un violet meurtri apparut à l'horizon. La pluie cessa. La fumée de la jungle en feu resta plaquée au sol, un brouillard âcre et épais. Miller relâcha enfin les poignets. Ses mains s'étaient crispées en serre. Ses oreilles sifflaient si fort qu'il n'entendait plus le moteur tourner au ralenti. Il contempla le terrain devant le half-track. Cela ne ressemblait plus à un champ de bataille. On aurait dit un chantier de paysagistes devenus fous. La lisière avait reculé d'une 50aine de mètres. Les arbres avaient disparu, réduits à des moignons et des éclats. Le sol n'était plus qu'une boue rougeâtre mêlée de débris. Et partout, des corps. Des centaines. Pas rangés, disloqués, dispersés, témoins de la puissance monstrueuse d'une mitrailleuse lourde. Il coupa le générateur. Le bourdonnement mourut. Le silence revint d'un seul coup, lourd comme une chape. Miller s'affaissa dans son siège. L'épuisement le frappa. Le contre-coup de l'adrénaline. Ses mains commencèrent à trembler. Il sortit un paquet de cigarettes, mais ses doigts étaient trop engourdis pour faire fonctionner le briquet. Une silhouette grimpa sur le half-track, le capitaine. Il contempla le carnage au loin, puis le tas de douilles qui ensevelissaient les pièces de Miller, puis les canons encore rougeoyants. Il ne parla pas d'aviation, il ne parla pas de munitions. Il craqua une allumette, alluma la cigarette de Miller et hocha simplement la tête. Le Mat Chopper avait parlé, et il avait eu le dernier mot. À 6 heures, le soleil se leva sur Luçon. Il perça la brume du matin et révéla un paysage métamorphosé. Devant le half-track, il n'y avait plus de jungle. Il y avait un désert. Les grands mahoganis centenaires avaient disparu, réduits à des chicots brisés comme des dents.
Le sous-bois, autrefois mur de lianes et de bambous, n'était plus qu'un broyat de sciure et de boue. Le sol était labouré, noirci, marqué par des milliers d'impacts et par les brûlures des charges incendiaires. On n'aurait pas dit un champ de bataille, mais le passage d'un cataclysme, comme si une tornade de feu avait touché terre et était restée là une heure entière. Pour les fantassins qui observaient par-dessus leurs trous, la destruction était totale. Ils avaient déjà vu des barrages d'artillerie, des frappes aériennes, mais jamais ça. Ici, la destruction avait été précise, proche, intime, livrée à 50 mètres. Le sergent Red Miller restait assis dans son siège, regardant le désastre avec des yeux brûlants, comme remplis de sable. Il était trempé jusqu'aux os, pas seulement par la pluie, mais par la sueur, l'huile et la poussière noire qui couvraient chaque centimètre de la tourelle. Ses mains étaient toujours crispées, translies autour des poignets, contractées en serre par des heures de tension. Il essaya de les desserrer. Ses doigts refusèrent d'obéir. L'adrénaline qu'il avait portée toute la nuit s'était évaporée, remplacée par une fatigue creuse, écrasante. Il se sentait lourd, comme si la gravité avait doublé. Le silence du matin était plus assourdissant que les tirs. Aucun oiseau, aucun insecte. Seulement le cliquetis du métal qui refroidissait, les 4 canons se contractant lentement dans l'air humide. Le capitaine d'infanterie grimpa le long du half-track. C'était le même officier qui, 24 heures plus tôt, avait qualifié l'engin de aimant à obus et menacé d'abattre Miller. Il se hissa au-dessus de la plaque de blindage et resta debout dans la cuve de la tourelle. Il ne dit rien. Il baissa simplement les yeux. Le plancher était entièrement recouvert de douilles vides, une congère de laiton doré, profonde par endroits. Des milliers d'étuis frémirent doucement quand il déplaça son poids. Il observa les caissons vides, la peinture brûlée des boucliers, la pile de canons hors d'usage que Miller avait remplacée pendant les accalmies. Puis il regarda la lisière, ou ce qu'il en restait. Il vit les amas de corps dans la zone de convergence, là où le feu de Miller avait été le plus dense. Il suivit du regard la trajectoire de la charge Banzai, un chemin qui se terminait net contre un mur invisible de plomb. Le capitaine sortit de sa poche un paquet écrasé de Lucky Strike. Il en tapota une, la glissa entre ses lèvres, puis tendit le paquet à Miller, un geste infime. Mais dans la langue du front, c'était une excuse, une citation et un remerciement réunis. Miller prit la cigarette d'une main tremblante. Le capitaine l'alluma, protégeant la flamme du vent du matin. Ils fumèrent en silence, regardant la fumée se perdre au-dessus de la jungle détruite. Enfin, le capitaine parla, d'une voix râpeuse, basse. Pas de discours. Pas de mots sur l'héroïsme. Il dit seulement qu'il ferait monter davantage de munitions cette nuit-là, et qu'il était temps pour Miller de dormir un peu. Puis il redescendit et rejoignit ses hommes. Le débat était clos. Le dragon-wagon n'était plus un problème, c'était l'encre de la ligne. La réhabilitation du M45 se propagea dans la division comme une traînée de poudre. Les fantassins qui, la veille encore, regardèrent les artilleurs anti-aériens avec mépris, les traitèrent désormais comme des princes. À l'arrivée des convois, les fusiliers se portaient volontaires pour charger les lourds caissons. Ils creusèrent de nouveaux retranchements pour les half-tracks, empilant des sacs de sable pour protéger moteurs et pneus. Ils partageaient leurs rations avec les servants. Ils avaient compris. Le Meat Chopper était la seule chose entre eux et les vagues humaines. Le surnom resta. Ce n'était plus le Dragon Wagon, c'était le Meat Chopper. Un nom sinistre, presque affectueux, qui disait exactement ce que cette arme faisait à une attaque d'infanterie. Les Japonais, eux aussi, apprirent la leçon. Des rapports interceptés montrèrent un an plus tard que leurs officiers avaient ordonné d'éviter les secteurs défendus par la mitrailleuse à 4 fronts. Ils l'avaient baptisé le souffle du diable. Les charges Banzai cessèrent contre la position de Miller. L'arme avait remporté la victoire ultime. Elle avait terrorisé l'ennemi au point de lui faire changer de stratégie. Miller survécut aux Philippines. Il survécut à la poussée dans les montagnes et au dernier combat pour l'île. La guerre prit fin en août 1945, mais l'histoire de l'arme qu'il avait utilisée ne faisait que commencer. L'état-major, qui avait d'abord raillé l'idée d'employer des armes anti-aériennes contre des troupes au sol, ne put ignorer les rapports, les chiffres, les résultats. L'efficacité de la tronçonneuse électrique dans un terrain fermé. Le M45 ne partit pas à la ferraille avec le reste du surplus. Il resta en service.
5 ans plus tard, quand l'armée nord-coréenne déferla au sud du 38e parallèle, le Quadmount était là pour l'accueillir. Dans les collines glacées de Corée, l'arme trouva une nouvelle génération de croyants. Les forces chinoises employaient les mêmes tactiques de vagues humaines que les Japonais, avançant de nuit au son des clairons. Et comme à Luçon, les Quadmount les attendaient. En Corée, on lui donna un nouveau surnom, le Chikam Chopper. On installa les tourelles sur des camions, des half-tracks et même dans des bunkers de sacs de sable en première ligne. Les masses compactes d'infanterie chinoise se lançaient à l'assaut pour se briser sur le même mur de feu convergent que Miller avait mis au point. Le Quadmount devint l'arme la plus redoutée de la guerre de Corée. Une machine capable de briser une offensive simplement en la transformant en massacre. 20 ans plus tard, l'arme évolua encore. Dans les jungles du Vietnam, les convois américains tombaient dans des embuscades constantes. Le Viet Cong se dissimulait dans les lisières, arrosait les camions. L'armée avait besoin d'un outil capable de réagir instantanément et d'écraser une zone. Elle se souvint du mythe Chopper. On ressortit les vieilles tourelles M45 des entrepôts. On retira les générateurs d'origine, on les boulonna sur des camions de 5 tonnes. On construisit des caissons blindés autour. On les peignit en noir. On les appela les gun trucks. Quand un convoi était attaqué, le camion d'appui pivotait sa tourelle et lâchait 4 fleuves de calibre .50 dans la jungle. C'était exactement ce que Miller avait fait en 1945. Preuve que si la technologie change, les lois de la destruction, elles, restent les mêmes. Le sergent Red Miller rentra aux États-Unis à la fin de 1945. Il quitta l'uniforme et retrouva la vie civile dans l'Ohio. Il travailla dans une aciérie près des hauts fourneaux. Un travail brûlant, bruyant, dangereux, mais calme comparé à l'intérieur d'une tourelle. Il se maria, éleva 3 enfants, entraîna une équipe de baseball de quartier. C'était un homme discret, le genre qui s'assoit au bout du comptoir et boit sa bière sans parler. Il n'évoqua jamais la guerre. Il ne raconta jamais à sa femme la nuit où la jungle avait essayé de le tuer. Il ne décrivit jamais ce que cela faisait de voir un homme frappé en même temps par 4 balles de calibre .50. Parfois, le 4 juillet, quand les feux d'artifice éclataient et que l'air sentait le soufre, sa famille le surprenait à fixer le vide, les mains crispées, un peu trop fort sur les accoudoirs de sa chaise de jardin. Il pensait qu'il rêvassait. Il ne savait pas qu'il était de nouveau dans le siège baquet, qu'il sentait la vibration du générateur et regardait les traçantes percer la nuit. Il garda le secret de la brume rouge enfouie au fond de sa mémoire, un poids qu'il portait pour que ses enfants n'aient jamais à le faire. Il mourut en 1998, un grand-père qui réparait des grille-pains et aimait pêcher. Les voisins le connaissaient comme un vieil homme aimable. Ils n'avaient aucune idée qu'il avait été, autrefois, un dieu du tonnerre dans une jungle philippine. L'histoire du M45 Quadmount est plus qu'une histoire de machine. C'est l'histoire du fossé entre les manuels et la réalité. Des experts avaient conçu une arme pour abattre des avions. Ils avaient écrit des livres, posé des équations, dessiné des schémas. Mais quand tout s'effondre, quand l'ennemi hurle à quelques mètres du fil de fer, il faut parfois un gamin de 22 ans pour jeter le règlement et utiliser l'outil autrement. Miller prouva qu'une arme est définie par l'homme qui la tient. Il prouva aussi que c'est excès de puissance est un mot employé par ceux qui n'ont jamais été submergés. On raconte ces histoires parce que des hommes, comme Red Miller, n'écrivent pas de mémoire. Ils ne passent pas à la télévision, ils rentrent chez eux, glissent leurs médailles dans une boîte à chaussures et vont travailler. Ils s'effacent pour laisser les livres d'histoire parler des généraux et des politiciens. Mais ce n'étaient pas des généraux qui ont arrêté la charge Banzai à Luçon. C'était un mécano avec une clé et un sale caractère. C'était le grondement d'un moteur de tourelle et une mer de douille en laiton. On ressort ces récits pour que Red Miller et les milliers de servants comme lui ne disparaissent pas dans le silence. Si cette plongée dans l'histoire du mythe Chopper t'a fait battre le cœur, pense à laisser un j'aime. Ça dit à l'algorithme que la vraie histoire, avec sa boue et sa fureur, mérite d'être racontée. Abonne-toi et active les notifications pour ne rater aucune d'histoire. Chaque semaine, on fouille les archives pour faire revivre les machines légendaires et les héros oubliés. Laisse un commentaire. Aurais-tu ouvert le feu avec le Quadmount ou serais-tu resté dans ton trou? On lit chaque message. Merci d'avoir regardé, merci de vous souvenir et on se retrouve dans le prochain Foxhole.